Universal News TV, votre chaîne d'information la plus crédible. D'entrée de jeu, Maître Biliga a tenu à préciser que le tribunal militaire n'est pas un tribunal d'exception. C'est un tribunal ordinaire auquel la loi reconnaît un certain nombre de compétences lorsqu'il y a des troubles à l'ordre public ou à la sécurité de l'État. Le tribunal militaire n'est pas seulement constitué de militaires, poursuit Maître Biliga. Lorsqu'on conteste une décision de justice, ce n'est pas dans les journaux ou sur des plateaux de télévision qu'on le fait, il y a des instances appropriées pour cela, rappelle Maître Biliga. Écoutons maintenant Maître Biliga. Écoutons. Mais nous avons également la chance d'avoir un avocat ici. Maître, vous avez suivi, Maître Tamfou n'a pas tout dit, déjà que ce sont des civils qui sont jugés devant le tribunal militaire. Le Cameroun a ratifié des instruments juridiques internationaux, c'est ce que ces conseils-là, entre autres, ont brandi. Les accusés sont anglophones, mais le collège de juges était francophone. C'est vrai, il y avait un service d'interprétariat, mais est-ce que lorsqu'on suit un peu tout ça, tous ces qui sont venus se greffer à cette procédure, est-ce que selon vous c'est de nature à jeter le discrédit, peut-être pas sur toute la justice militaire, mais au moins sur ce procès précis? Je voudrais d'abord dire que la justice militaire n'est pas le tribunal militaire n'est pas un tribunal d'exception. Il faut que cela soit dit. C'est pas un tribunal d'exception, c'est pratiquement un tribunal ordinaire qui à qui la loi reconnaît un nombre de compétences, parmi lesquelles les compétences lorsque il y a des troubles, des menaces graves à l'ordre public, à la sécurité de l'État ou au terrorisme. Et dans ce cas-là, c'est le tribunal de Yaoundé qui est compétent. C'est-à-dire que quel que soit le fait, malgré le fait qu'il y ait des tribunaux militaires dans toutes dans les régions, lorsqu'il s'agit de ces cas-là, ou lorsqu'il y a état d'urgence ou état d'exception, dans ces cas-là, naturellement, c'est le tribunal militaire qui est compétent. La deuxième chose qu'il faut dire, c'est que le tribunal militaire n'est pas constitué que de militaires. Dans le cas d'espèce, le président était militaire, les deux autres assesseurs étaient des civils. Donc, un homme et une femme. Mais au niveau du parquet, il y avait sans doute le procureur, le commissaire au gouvernement qui était un militaire, mais juste après lui, c'était des civils. C'est la première chose. La deuxième chose, c'est que lorsque on conteste une décision de justice, c'est pas sur les plateaux de télévision ou dans les journaux. On fait appel. C'est-à-dire si on estime que le juge qui a rendu la décision, ou le collège des juges qui a rendu la décision en instance n'a pas dit le droit, on exerce les voies de recours. Et dans le cas d'espèce en matière au niveau du tribunal militaire, autant dès qu'on fait appel, on sort du cadre même du tribunal militaire. Et ça reste le tribunal militaire au niveau du nom, mais la composition change un peu plus. C'est-à-dire que c'est le juge civil qui devient président de la cour d'appel, et on sort du cadre physique d'une caserne où le tribunal militaire exerce pour aller devant les tribunaux, la cour d'appel civile. C'est-à-dire que dans le cas d'espèce, si les avocats de M. Ayouk Tabé ont interrogé l'appel, l'affaire sera connue par un tribunal qui sera constitué par un juge civil et des juges militaires. Comme j'ai dit tout à l'heure, je vais dire que le tribunal militaire n'est pas le tribunal d'exception. Parce qu'en réalité, lorsque vous voyez les infractions qui ressortissent de ce tribunal, on condamne les gens à des peines d'un an, de 2 ans, même avec sursis au tribunal militaire. Alors que devant le tribunal civil, on a condamné les gens à des peines de prison à vie. Ou à 50 ans, etc. Donc je vais dire que faut pas qu'on fasse, je vais donner l'impression, qu'on donne l'impression que le tribunal militaire c'est pour couper les têtes. C'est pas une cour martiale. Faut faire la différence. C'est pas une cour martiale, donc c'est un tribunal, je pourrais dire, un peu ordinaire. J'en parle parce que j'ai eu à plaider devant ce tribunal-là. Et c'est pas plus difficile de plaider là-bas que de plaider devant les tribunaux civils. Alors, la seule chose que je vais dire également, je l'ai dit plusieurs fois ici, au niveau des conventions que nous avons eu à signer, des traités, etc. On évoque beaucoup de choses ici. Je l'ai dit souvent. On a souvent dit oui, on a l'évocation, on a le droit à manifester, le droit à la vie. Non, c'est des principes qui sont édités. Et ces principes sont appliqués selon les réalités
de chaque pays. Généralement, on donne au pays la liberté de pouvoir les appliquer en tenant compte de leur réalité. C'est ça, pour ça que je donne un exemple banal. Dans les déclarations universelles, des droits de l'homme, dans tous les principes, les traités et autres, la peine de mort est proscrite. Mais elle est aujourd'hui appliquée aux États-Unis, par exemple, pour ne citer que ce pays-là. Au Cameroun, elle reste dans le code pénal, même comme elle n'est pas appliquée. Donc je veux dire que chacun essaie de s'adapter, c'est des principes qu'on y met. Il y a une législation, il y a certaines législations qui sont des législations que je pourrais appeler obligatoires. En matière des affaires, par exemple, dans la législation OHADA, on a un code qui concerne tous les pays signataires de l'État parti à l'OHADA, en matière des affaires, qui est obligatoire. Et donc la violation, même la Cour suprême, même en réalité, l'instance qui joue la Cour suprême, c'est la CCJA, la Cour commune de justice et d'arbitrage d'Abidjan. C'est pour dire qu'on est parti dans d'une juridiction nationale à une juridiction supranationale. De la même manière en matière du code CIMA, code d'assurance et CIMA, ce n'est pas un code camerounais qu'un code d'applique, c'est un code qui concerne un certain nombre de pays, etc. Et vous ne verrez aucun code qui concerne par exemple la justice, militaire universelle. Il n'y en a pas. C'est ça. Il n'y en a pas. Donc je veux dire qu'il ne faut pas toujours nous dire, oui, on a dit que... Et en plus, je dis, lorsqu'on évoque la chance que nous avons, c'est que il y a une juridiction qui est contradictoire. Alors, lorsque vous passez devant le tribunal, mon confrère qui était membre du panel de défense de M. Sissoko Ayouk et Julius Tabé, avait en face de lui des confrères qui ont également des arguments, qu'ils ont soutenu des arguments qui allaient à l'encontre des arguments qu'ils ont donnés. Et donc, lorsque ces confrères aussi ont donné des arguments, le juge est là, il est juge. Le collège des juges, généralement, lorsqu'ils estiment qu'ils doivent trancher sur un point, comme c'est un collège de juges, c'est pas devant tout le monde qu'ils vont commencer à se concerter. Ils demandent et ils suspendent l'audience, ils vont se concerter à trois pour pouvoir prendre la décision qui doit être rendue. Donc, il ne faut pas considérer... Bien sûr, maître, bien sûr, vous développez très bien, mais sauf que maître Tanfou indique par exemple que la décision est datée du 19. Pourtant, le procès... Oui, mais non, c'est pas... Il allait jusqu'où? Pardon? Jusqu'à 5 heures, jusqu'à 5 heures. Oui, mais ça ne pose aucun problème. Commencez bien. Il n'y avait pas audience le 20. L'audience avait lieu le 19. C'est ça. Cette audience pouvait faire 4 jours. C'est le 19 qu'on retient. Mais bien sûr. On ne dit pas le procès ne commence pas le 19 pour finir à minuit. Non. Dès que le procès a commencé à 19h, le 19, même si ça se passe sur une semaine, tant qu'on n'a pas suspendu, c'est-à-dire qu'on n'a pas arrêté, on n'a pas renvoyé la cause, elle est suspendue, c'est le même jour qu'on va rendre une décision, c'est une décision du 19, parce que c'est le 19 que sur le rôle du 19 qu'on dit que affaire et ministère public contre Ayouk Tabé. Il n'y a nulle part écrit que le 19 février, par exemple, le 19, ou bien le 20, il y a une affaire qui est passée. L'affaire passe le 19. Cette affaire continue sur plusieurs jours, et c'est le 19 qu'on considère comme étant l'affaire, le jour où l'affaire était en rôle, qu'on considère comme le jour où l'affaire a eu lieu. Même si on la tranche après, c'est ce qui se passe. Moi, je l'ai déjà dit une fois, et quand j'étais jeune avocat, nous commencions les audiences jeudi, on les achevait samedi, parfois à 20h. On commence jeudi le matin à 8h, on suspend à 4h à l'aube du vendredi. On reprenait vendredi à 8h, on finissait à l'aube de samedi, de samedi peut-être à 4h, on reprenait vers 9h, on finissait à 20h. Lorsque je fais un compte rendu à mon client, je ne veux pas lui dire l'affaire a eu lieu le samedi tel. Non, l'affaire a eu lieu jeudi. À l'audience de jeudi, cette affaire a été renvoyée à telle audience, alors que ce n'est pas jeudi que l'affaire a été appelée. Elle a été appelée samedi. Donc je pense que c'est des arguments qui pour moi ne tiennent pas fondamentalement. Pour me résumer, je dis tout n'est pas parfait. Tout n'est pas parfait. Aucune justice du monde n'est parfaite. Aucune. Et lorsque la chance qu'on a, et que dans le cas d'espèce, c'est qu'il y a une possibilité d'appel. Mais dans certaines matières, même lorsqu'il s'agit de guerre, à l'état de guerre, il n'y a pas d'appel. Il n'y a pas de voie de recours. On se sera arrêté. Je peux vous lire même les dispositions qui parlent de ça ici. C'est-à-dire qui dit qu'en matière de guerre, il n'y a pas. Lorsqu'il s'agit de... Il n'y a pas une possibilité. Il n'y a pas une possibilité d'appel. Il n'y en a pas. Il n'y en a pas. Donc ici, nos confrères, je veux dire, ont la possibilité d'exercer les voies de recours. Et lorsqu'ils exercent en temps de guerre, les dispositions d'ici après sont applicables. C'est l'article 22. Les magistrats civils, membres des juridictions militaires sont remplacés par les officiers généraux.
ou des officiers supérieurs des forces de défense. Le tribunal militaire se réduit sur simple citation directe par le commissaire du gouvernement 48 heures avant l'audience. Le tribunal militaire statue en premier et dernier ressort. C'est pas le cas d'espèce. Dans le cas d'espèce, on a dit c'est un tribunal pratiquement qui a été saisi en vertu de l'article que j'ai évoqué tout à l'heure, qui donne compétence au tribunal militaire de Yaoundé, parce qu'il y a eu trouble à l'ordre public, il y a la sécurité de l'État, il y a le terrorisme. Et là, il y a une possibilité de faire appel, d'essayer de voie de recours. Et je pense qu'il faut accepter qu'il y a, comme nos confrères puissent faire de recours, s'ils veulent le faire. Je voudrais terminer sur ce point en disant ceci. Et moi, ce que je regrette dans cette affaire, c'est le fait que les confrères, sans doute avaient raison, je ne les juge pas, aient refusé de plaider le dossier, aient refusé de faire ouvrir les débats. Parce que lors des débats, on apprend beaucoup de choses. Lors des débats, le juge même qui avait une conviction peut pouvoir la changer. On a vu des magistrats qui ont, même lorsqu'on dit qu'il y a des pressions, refusé de statuer. Refuser parce qu'ils estiment que ce qu'on leur demande par exemple de faire, je donne un exemple, dans le cas où ils ont des pressions, ils ne sont pas d'accord, leur conscience ne les permet pas, ils disent monsieur, je préfère comme me retire le dossier, on donne à quelqu'un d'autre. Mais lorsque vous refusez de plaider, vous refusez à vos clients de pouvoir s'exprimer parce que vous avez soulevé ce nombre de sessions, mais tous les jours, sinon c'est que tous les jours nous tous on sortirait des audiences, parce que tout ce qu'on demande au juge, le juge n'accepte pas. On demande parfois des renvois où vous savez bien que vous avez raison. Le juge dit non, moi je vais retenir l'affaire aujourd'hui parce que pour telle ou telle raison. Si vous allez croiser les bras en disant que comme le juge a dit ça, moi je m'en vais, finalement vous verrez bien que vous passionnez le débat inutilement. Moi je pense que nos amis, et je comprends, nos confrères et les autres, ont placé le procès purement, je ne vais pas dire jouer, mais dire exclusivement sur le plan politique. S'ils avaient voulu le placer sur le plan juridique, il y aurait eu des échanges. Et je l'ai dit une fois dernièrement sur votre plateau. Vous savez dans quelles circonstances le monsieur qu'on appelle le feu Sankara était venu au pouvoir? Parce qu'il était poursuivi, il avait été arrêté. Et il était poursuivi, il y avait un procès public et qui a été retransmis à la télévision. Il en a profité comme une tribune pour poser des problèmes, pour dire pourquoi il avait voulu faire des coups d'État au président pardon, c'était ça, ou bien je sais pas, ou Jean-Baptiste c'était ça. Donc je veux dire que si nos frères avaient accepté de pouvoir s'exprimer, de pouvoir dire pourquoi ils pensent qu'ils veulent à tout prix qu'il y ait sécession, et que de l'autre côté on a pu dire non, nous ne voulons pas la sécession pour telle raison. Il y aura eu une forme de dialogue à ce niveau-là. Peut-être que le juge, au moment où il devait rendre la décision, pourrait se dire mais c'est quand même ce qu'il dit quand même peut-être vrai. Et essayons un peu de nuancer. Je terminerai en disant que le ministère public avait requis la peine de mort. Donc, pour que le juge n'a pas percuté. La partie civile a demandé 700 milliards de dommages et intérêts. Il y a eu 250 qui ont été renvoyés. Les dépenses, c'est 12 milliards 6 qui doivent être payés et non 250 milliards. Et pour cette dépense-là, il y a eu ce qu'on appelle un mandat d'incarcération pour 5 ans. C'est-à-dire que même comme ça, comme cela semble incongru, même s'ils ne payent pas les 12 millions, ils vont en faire 5 ans. Non, merci infiniment, Maître, pour ces éclairages. J'espère que nos téléspectateurs sont édifiés. Maintenant, si la Cour suprême, Maître Biliga, qu'est-ce qui se passerait maintenant si la Cour suprême rendait donc, donnait une décision et qui accepterait la récusation du juge qui pourtant a déjà vidé sa sentence? Commençons de prendre la langue. Il faut noter que les magistrats, on a des magistrats anglophones qui sont chez nous, qui sont dans la zone francophone. Oui. Les procureurs généraux, les magistrats dans l'ordre des audiences, certes, ils ne font pas des audiences en anglais, ils le font en français, mais ils ne font pas le common law, ils font le droit civil, c'est-à-dire le droit civil dans la zone francophone. Moi, je pense que nous avons tous intérêt à nous approprier les deux langues. Moi, j'ai la chance d'avoir des enfants qui sont parfaitement bilingues, qui sont dans les écoles anglophones. Totalement bilingue, donc ça fait que moi je regrette un peu d'avoir pas eu cette chance d'être parfaitement bilingue. Je suis rentré à l'école de l'anglais, mais peut-être j'en parle, mais c'est pas ça. La deuxième chose, c'est que lorsqu'on parle de la récusation, il faut noter que lorsque vous suivez le cheminement, le juge a évoqué une raison. Il disait qu'il n'a pas été notifié. C'est ce qu'il a dit. Et je tiens à indiquer que c'est pas le seul juge qui a été recusé. Je crois que c'est le troisième juge dans l'affaire qui avait été recusé. Le deuxième avait été affecté ailleurs.
et c'était le troisième juge qui avait été recusé. Ça veut dire qu'en réalité, on peut imaginer que ça pouvait être un peu du dilatoire. Oui. Mais dès lors qu'il a été recusé, il a dit que la raison qu'il a évoquée, c'était celle que il n'a pas été notifié. Parce qu'il ne suffit pas tout simplement d'être recusé, il faut être notifié. Maintenant, je ne peux pas présager de la décision qui sera rendue. Non, je vais dire du point de vue du droit. Par les juges. Par la Cour suprême. Oui. Maintenant, si les juges de la Cour suprême estiment que ceux qui avaient évoqué ce problème étaient dans le bon droit, naturellement, la Cour d'appel, qui sera saisie de l'affaire, va communiquer un pouvoir d'évocation. Ah, d'accord. L'évocation va se saisir dans l'entièreté de l'affaire, y compris le problème de l'incompétence du juge révoqué qui a eu à statuer sur l'affaire, et rendre une décision qui intégrera donc le fait que le juge avait raison ou pas. Et s'il n'a pas raison, ça n'empêche, la Cour d'appel va statuer de manière globale en rendant une décision sur la forme, c'est-à-dire la compétence du juge qui a statué, et sur le fond, c'est-à-dire les motifs qui ont amené la décision en elle-même. Voilà la possibilité qui est ouverte. Merci infiniment, Maître Biliga, pour cette... La Cour d'appel qui a un pouvoir d'évocation peut éventuellement se saisir de l'affaire et rendre une décision. La Cour d'appel peut donc rendre une décision en statuant d'une manière globale sur la forme, c'est-à-dire la compétence du juge, et sur le fond, c'est-à-dire les motivations qui ont conduit à la décision de condamnation de Eyutabe et compagnie. Voilà, globalement, l'essentiel à retenir de cette intervention de Maître Biliga. Ici, Jean-Philippe, correspondant international pour Universal News Télé. Merci de suivre Universal News TV sur YouTube. Nous vous rassurons que les informations que nous diffusons au quotidien sont suffisamment crédibles. Alors, n'hésitez pas à liker la vidéo si elle vous plaît, et si vous êtes nouveau sur la chaîne. N'oubliez pas de vous abonner et d'activer la cloche de notification pour ne pas rater nos prochaines vidéos.